J'étais juste une gouvernante qui regardait le fils de mon patron échouer en tout, tandis que ma propre fille voyait exactement ce qui n'allait pas. Quand Isabelle a secrètement enseigné son secret à Benoît, je n'avais aucune idée que Monsieur Garnier nous observait depuis l'embrasure de la porte. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, j'aimerais savoir quelle était votre matière préférée à l'école? Dites-le dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires incroyables chaque jour. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où j'ai réalisé que parfois, l'aide dont nous avons besoin vient des endroits les plus inattendus. Le domaine Garnier était le genre d'endroit que l'on voit dans les magazines, des pelouses tentaculaires, des fontaines en marbre et une maison principale si grande qu'on pouvait s'y perdre. J'y travaillais depuis 8 mois en tant que gouvernante en chef, et chaque matin, j'avais encore l'impression d'entrer sans permission dans le rêve de quelqu'un d'autre. Ma fille, Isabelle, et moi vivions dans le cottage des invités sur la propriété, une petite mais confortable maison de 2 chambres qui était plus agréable que n'importe quel endroit que nous avions jamais appelé, chez nous. À 36 ans, je nettoyais des maisons et des bureaux depuis près d'une décennie, mais ce travail était différent. Le salaire était excellent, les avantages sociaux étaient complets, et pour la première fois depuis la naissance d'Isabelle, j'avais l'impression que nous avions une vraie sécurité. Jean-Luc Garnier était exactement ce que l'on attend d'un milliardaire de la tech, brillant, exigeant et totalement axé sur le succès. Il avait bâti son empire à partir de rien, transformant une petite entreprise de logiciels en une société mondiale valant des milliards. Il était également veuf, élevant seul son fils de 12 ans, Benoît, depuis la mort de sa femme 3 ans plus tôt. Benoît était un garçon adorable poli, gentil et vraiment attentionné. Mais il était aussi, selon son père et tous les professeurs qu'il avait jamais eus, un échec scolaire complet. J'assistais à leur bataille quotidienne depuis les coulisses, nettoyant le bureau pendant que Monsieur Garnier examinait le dernier bulletin de Benoît, rangeant la bibliothèque pendant que des tuteurs coûteux tentaient sans succès d'aider Benoît avec ses devoirs. Les conversations étaient toujours les mêmes. « Benoît, c'est inacceptable, » disait Monsieur Garnier, la voix tendue par la frustration. « Tu es un garçon intelligent. Tu as juste besoin de t'appliquer. »« J'essaie, papa. »« Vraiment. Essayer ne suffit pas. Tu dois te concentrer. Tu dois travailler plus dur. Penses-tu que le succès arrive comme ça? Penses-tu que j'ai bâti cette entreprise en trouvant des excuses? » Je regardais les épaules de Benoît s'affaisser un peu plus à chaque critique, je voyais la lumière s'éteindre dans ses yeux alors qu'il intériorisait la déception de son père. Monsieur Garnier n'était pas cruel. Il aimait clairement son fils, mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi un enfant avec tous les avantages, toutes les ressources, toutes les opportunités continuait à avoir des difficultés avec les matières scolaires de base. Les tuteurs allaient et venaient comme un défilé d'échecs coûteux, spécialistes en mathématiques, experts en lecture, coachs en méthode de travail. Monsieur Garnier engageait les meilleurs que l'argent pouvait acheter, mais rien ne semblait aider. Les notes de Benoît restaient constamment mauvaises, sa confiance continuait de s'éroder et la tension entre père et fils s'épaississait chaque jour. Ce qui me brisait le cœur, c'est que je savais exactement ce qui n'allait pas avec Benoît. Je reconnaissais les signes parce que je les avais vécus pendant des années. Ma fille, Isabelle, avait aussi 12 ans, et elle était dyslexique, une dyslexie sévère qui n'avait pas été diagnostiquée jusqu'à ses 9 ans. Pendant des années, les enseignants l'avaient qualifiée de paresseuse, de démotivée ou simplement de pas très brillante. Je m'étais battu bec et ongle pour la faire évaluer correctement, dépensant de l'argent que je n'avais pas pour des spécialistes et des programmes de soutien à l'apprentissage. Isabelle était brillante, créative, perspicace et incroyablement empathique, mais l'apprentissage traditionnel était un combat pour elle. Les lettres se retournaient et dansaient sur la page, les mots s'en mêlaient, et la lecture était une bataille épuisante qui la laissait frustrée et vaincue. Mais nous avions trouvé des moyens de l'aider. Avec le bon soutien et la bonne compréhension, Isabelle avait appris à s'épanouir sur le plan scolaire. Voir Benoît se débattre avec les mêmes problèmes était comme revoir les premières années d'école d'Isabelle, la façon dont il tenait les livres trop près de son visage, la façon dont il traçait les mots avec son doigt, la façon dont il devinait les mots au lieu de les lire réellement. Chaque comportement criait la dyslexie pour moi. Mais je n'étais que la gouvernante. Qui étais-je pour suggérer que le fils de Jean-Luc Garnier avait un trouble d'apprentissage? Qui étais-je pour insinuer que cet homme brillant et prospère ne comprenait pas les besoins de son propre enfant? J'ai essayé de le suggérer une fois, très prudemment, alors que Monsieur Garnier se plaignait du dernier tuteur de Benoît. Parfois, les enfants apprennent simplement différemment, avais-je dit en époussetant son bureau. Ma fille aussi a eu des difficultés avec la lecture, jusqu'à ce que nous trouvions la bonne approche.
Monsieur Garnier m'avait regardé avec un intérêt poli mais dédaigneux. Benoît n'a pas de problème d'apprentissage, Claire. Il a un problème de motivation. Il a été testé par les meilleurs psychologues scolaires que l'argent peut acheter. Son QI est supérieur à la moyenne. Il a juste besoin de s'appliquer. J'avais hoché la tête et continué à nettoyer, mais à l'intérieur, je criais. Ces meilleurs psychologues scolaires avaient probablement fait passer à Benoît les mêmes tests obsolètes qui avaient manqué la dyslexie d'Isabelle pendant des années. Il s'était probablement concentré sur son intelligence plutôt que sur ses différences de traitement de l'information, concluant que puisqu'il était intelligent, ses difficultés devaient être comportementales. Le pire, c'était de voir Benoît intérioriser la frustration de son père. Le garçon commençait à croire qu'il était stupide, paresseux, une déception. Mais je savais à quel point ma position était précaire. Ce travail était la meilleure chose qui nous soit arrivée, à Isabelle et à moi. Le salaire me permettait de payer le soutien scolaire continu d'Isabelle, l'assurance maladie couvrait ses séances de thérapie, et le logement stable signifiait qu'elle pouvait fréquenter la même école pendant plus d'1 an. Si je dépassais les bornes, si j'offensais M. Garnier en suggérant que son approche parentale était mauvaise, je pourrais tout perdre. Et alors, où serions-nous, Isabelle et moi? Alors, je suis restée silencieuse, nettoyant en marge de leurs difficultés, regardant un garçon brillant perdre lentement confiance en lui tandis que son père restait aveugle aux vrais problèmes. Le point de rupture est survenu un mardi d'octobre. Monsieur Garnier était parti ce matin-là pour un voyage d'affaires d'1 semaine à Dubaï, laissant Benoît avec sa dernière tutrice, une femme sévère nommée Madame Dubois qui croyait que la discipline et la répétition pouvaient surmonter n'importe quel défi d'apprentissage. Je nettoyais la bibliothèque principale quand j'ai entendu des pleurs, des sanglots doux et étouffés provenant de derrière l'une des hautes étagères. J'ai suivi le son et j'ai trouvé Benoît assis par terre, entouré de manuels scolaires, des larmes coulant sur son visage. « Benoît, dis-je doucement. Ça va, mon chéri ?» Il leva les yeux vers moi, rouge et gonflé. « Je n'y arrive pas, Madame Claire. Je n'arrive pas à lire ce stupide livre. Madame Dubois dit que si je ne finis pas le chapitre d'ici demain, elle va dire à mon père que je n'essaie pas assez fort. » J'ai regardé le livre sur ses genoux, un manuel d'histoire de 5e avec des paragraphes denses et de petits caractères. Pour un enfant dyslexique, il aurait aussi bien pu être écrit dans une langue étrangère. « Je peux voir ?» demandai-je en m'asseyant à côté de lui. Benoît me tendit le livre, et je vis immédiatement le problème. Le texte était serré, la police était difficile, et il n'y avait aucune pause visuelle pour aider à organiser l'information. C'était exactement le genre de matériel qui serait une torture pour quelqu'un de dyslexique. « Benoît, dis-je prudemment, quand tu regardes ces mots, que vois-tu ? » « Je ne sais pas, dit-il misérablement. Il bouge. Quand j'essaie de me concentrer sur un mot, les autres deviennent flous. » Mon cœur se brisa. C'était la description exacte qu'Isabelle m'avait donnée des années plus tôt. Avant que je puisse répondre, j'entendis des pas s'approcher. Isabelle apparut au coin de l'étagère, son sac à dos sur l'épaule, venant de rentrer de l'école. « Maman » dit-elle, puis elle remarqua le visage en larmes de Benoît. « Oh, salut Benoît. »« Salut, Isabelle » dit rapidement Benoît, en s'essuyant les yeux et en essayant de paraître moins contrarié. Isabelle regarda de Benoît au manuel, puis à moi, et je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit de 12 ans. Elle avait grandi en comprenant ses propres différences d'apprentissage, et elle était remarquablement perspicace pour reconnaître des difficultés similaires chez les autres. « Tu as du mal à lire ?» demanda-t-elle directement à Benoît avec le genre de franchise que seuls les enfants possèdent. Le visage de Benoît devint rouge. « C'est juste que... je ne suis pas très intelligent, je suppose. »« Ce n'est pas vrai, » dit fermement Isabelle, laissant tomber son sac à dos et s'asseyant en face de lui. « Est-ce que les lettres dansent pour toi aussi ?» Benoît la fixa. « Les lettres dansent pour moi, » dit Isabelle avec assurance. Elle se retourne, bouge et parfois disparaissent complètement. « Ça s'appelle la dyslexie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Ça veut juste dire que ton cerveau fonctionne différemment. » Je retenais mon souffle, regardant cette conversation se dérouler. Isabelle faisait ce que j'avais eu trop peur de faire pendant des mois, donnant à Benoît l'explication dont il avait désespérément besoin. « Tu as ça ?» demanda Benoît, la voix pleine d'émerveillement. « Oui, et je parie que toi aussi. Tu veux voir quelque chose de cool ?» Isabelle sortit de son sac à dos un jeu de transparent coloré,
des feuilles de plastique de différentes couleurs qu'elle utilisait pour faciliter la lecture. Et c'est ça, dit-elle en plaçant un transparent bleu sur la page du manuel de Benoît. Benoît baissa les yeux sur la page et ses yeux s'écarquillèrent. Les mots, ils ne bougent plus autant. C'est ça. La couleur aide ton cerveau à mieux traiter le texte. Et regarde, Isabelle sortit une règle de lecture, un outil simple qui aidait à isoler les lignes de texte pour que les autres mots ne te distraient pas. Pendant les 20 minutes suivantes, je regardais ma fille enseigner à Benoît des techniques que nous avions mis des années à découvrir. Elle lui montra comment utiliser son doigt pour suivre les mots, comment décomposer les mots longs en plus petits morceaux, et comment utiliser les indices du contexte quand il ne pouvait pas déchiffrer un mot particulier. C'est incroyable, dit Benoît, lisant avec succès un paragraphe pour la première fois. Pourquoi personne d'autre ne connaît ces trucs? Parce que la plupart des gens ne comprennent pas la dyslexie. Ils pensent que ça veut dire que tu es bête, mais ce n'est pas vrai. Certaines des personnes les plus intelligentes du monde sont dyslexiques, comme Richard Branson et Steven Spielberg. Vraiment? Vraiment. Ma mère dit que les cerveaux dyslexiques sont juste câblés pour la créativité et la pensée globale au lieu des trucs de détail comme l'orthographe et la lecture. Je sentis les larmes me monter aux yeux en regardant ces deux enfants se connecter à travers leur lutte commune. Isabelle, dis-je doucement, nous devrions probablement laisser Benoît retourner à ses devoirs. En fait, dit Benoît, me regardant avec des yeux pleins d'espoir, est-ce qu'Isabelle pourrait peut-être m'aider avec ce chapitre? Je pense que je pourrais vraiment le comprendre avec ses astuces. J'hésitais. Madame Dubois était partie pour la journée et Monsieur Garnier était à l'autre bout du monde. Quel mal cela pourrait-il faire? D'accord, dis-je, juste pour aujourd'hui. Ce « juste pour aujourd'hui » se transforma en une semaine de sessions d'études secrètes. Chaque après-midi, après le retour d'Isabelle de l'école et le départ de Madame Dubois, les deux enfants se retrouvaient dans la bibliothèque. Isabelle partageait ses stratégies pour la dyslexie et Benoît s'entraînait à lire avec son soutien. La transformation fut remarquable. Avec les bons outils et les bonnes techniques, Benoît ne luttait plus. Il réussissait. Il lisait des chapitres entiers, terminait ses devoirs et, pour la première fois de sa vie scolaire, se sentait confiant dans ses capacités. « Je ne suis pas stupide », dit-il un après-midi à Isabelle, la voix pleine d'émerveillement. « J'avais juste besoin d'apprendre à apprendre. » Exactement, dit Isabelle. Ton cerveau est génial. Il fonctionne juste différemment du cerveau des autres. Je regardais ces sessions à distance, nettoyant les pièces voisines, mais en gardant une oreille sur leur conversation. Une partie de moi était ravie de voir Benoît obtenir enfin l'aide dont il avait besoin, mais une autre partie de moi était terrifiée par ce qui se passerait au retour de Monsieur Garnier. Comment expliquerais-je que son fils recevait de l'aide scolaire de ma fille de 12 ans? Comment justifierais-je de lui avoir caché cela? Et que se passerait-il quand il découvrirait que les difficultés de Benoît n'étaient pas dues à un manque de motivation ou d'effort, mais à une différence d'apprentissage non diagnostiquée? Mes craintes se réalisèrent le vendredi après-midi, lorsque Monsieur Garnier revint de son voyage un jour plus tôt. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand j'entendis sa voiture dans l'allée. Mon cœur se mit à battre la chamade en réalisant que Benoît et Isabelle étaient dans la bibliothèque, au milieu d'une de leurs sessions d'études. Claire, appela Monsieur Garnier en entrant dans la maison. Où sont Benoît et Madame Dubois? Madame Dubois est partie pour la journée, dis-je, en essayant de garder ma voix stable. Benoît est dans la bibliothèque. Bien. Je veux voir comment il progresse dans ses études. Madame Dubois m'a envoyé un message disant que ses enseignements fonctionnent et que Benoît s'améliore. N'est-ce pas génial? Monsieur Garnier se dirigea vers la bibliothèque d'un pas assuré d'homme habitué à avoir le contrôle. Je le suivis, l'estomac noué par l'anxiété. Nous atteignîmes l'embrasure de la porte de la bibliothèque juste au moment où Benoît lisait à haute voix son manuel d'histoire, sa voix claire et confiante. Isabelle était assise à côté de lui, le transparent coloré et la règle de lecture étalée sur la table entre eux. La révolution industrielle a commencé en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle et s'est caractérisée par le passage des méthodes de production manuelle aux machines, aux nouveaux procédés de fabrication chimique et à une meilleure efficacité de l'énergie hydraulique. Monsieur Garnier s'arrêta net. Je n'avais jamais vu Benoît lire avec une telle fluidité et une telle compréhension. Benoît, dit Monsieur Garnier, la voix confuse. Les deux enfants levèrent la tête, surpris. Isabelle commença immédiatement à rassembler ses outils de lecture, sentant clairement qu'ils avaient été surpris en train de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Papa, dit Benoît,
le visage illuminé. Isabelle pense que je suis peut-être dyslexique. Elle m'a aidé avec ma lecture, et maintenant je peux vraiment tout comprendre. Le regard de Monsieur Garnier passa de son fils à Isabelle, aux aides à la lecture sur la table, puis finalement à moi, debout dans l'embrasure de la porte. « Claire, dit-il, la voix soigneusement contrôlée. Pourrais-je vous parler en privé ?» Mon cœur se serra. C'était ça. J'allais perdre le meilleur travail que j'ai jamais eu parce que j'avais permis à ma fille d'aider son fils sans permission. « Isabelle, dis-je, s'il te plaît, va à notre maison et commence tes devoirs. »« Mais maman. »« Maintenant, s'il te plaît. » Isabelle rassembla ses affaires et partit, adressant un sourire encourageant à Benoît en passant. Benoît avait l'air confus et inquiet, sentant clairement la tension dans la pièce. « Benoît, dit Monsieur Garnier, s'il te plaît, va dans ta chambre. Je dois parler à Madame Claire. »« Est-ce que j'ai des ennuis ?» demanda Benoît. « Non, mon fils. Tu n'as pas d'ennuis. » Après le départ de Benoît, Monsieur Garnier ferma les portes de la bibliothèque et se tourna vers moi. Je me préparais à sa colère, à des accusations d'avoir dépassé mes limites, à la conversation qui se terminerait par moi faisant nos valises. Au lieu de cela, il s'effondra dans l'un des fauteuils en cuir et prit sa tête dans ses mains. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il doucement. « Depuis combien de temps ?»« Quoi, monsieur ? Depuis combien de temps savez-vous que Benoît est dyslexique ?» La question me prit au dépourvu. Je m'attendais à de la colère, pas à cette défaite tranquille. Je le soupçonnais depuis des mois, mais je n'étais pas sûr, et je ne pensais pas que c'était ma place de dire quoi que ce soit. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? Je pris une profonde inspiration. Parce que j'avais peur que vous me renvoyiez pour avoir dépassé mes limites. Parce que je ne suis que la gouvernante et que vous êtes. Vous. Parce que j'avais besoin de ce travail et que je ne pouvais pas risquer de le perdre. Monsieur Garnier leva les yeux vers moi, et je fus choqué de voir des larmes dans ses yeux. Savez-vous ce que je lui ai fait ? Savez-vous combien de fois je l'ai traité de paresseux, de démotivé, de quelqu'un qui n'essaie pas assez ? Monsieur Garnier. J'ai détruit l'estime de soi de mon fils parce que j'étais trop fier pour considérer qu'il pouvait être différent, trop convaincu que le succès n'est qu'une question de travail acharné. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins. Ma femme aurait su. Laure aurait vu ce que j'ai manqué. Elle a toujours été meilleure avec Benoît, plus intuitive quant à ses besoins. Vous n'êtes pas un mauvais père, dis-je doucement. Vous n'aviez tout simplement pas les bonnes informations. Mais vous, si. Votre fille, si. Et au lieu de venir me voir, vous avez senti que vous deviez l'aider en secret parce que vous aviez peur de moi. La douleur dans sa voix était indéniable. Ce n'était pas de la colère. C'était un homme qui réalisait qu'il avait échoué avec son enfant. Que dois-je faire maintenant ? Comment puis-je réparer ça ? Vous faites évaluer Benoît correctement par des spécialistes qui comprennent la dyslexie. Vous vous informez sur ses différences d'apprentissage et sur la manière de le soutenir. Et vous lui dites que ses difficultés n'étaient pas de sa faute, qu'il n'est ni paresseux ni stupide, et que vous êtes fier de lui pour avoir travaillé si dur malgré les défis auxquels il était confronté. Monsieur Garnier hocha lentement la tête. Et Madame Dubois. Madame Dubois ne comprend pas la dyslexie. Benoît a besoin de quelqu'un qui se spécialise dans les différences d'apprentissage. Quelqu'un qui peut lui enseigner des stratégies qui fonctionnent avec son cerveau au lieu de contre lui, comme votre fille l'a fait. Isabelle est passée par là où se trouve Benoît. Elle comprend ce que c'est que d'avoir des lettres qui dansent sur la page. De se sentir stupide quand on est en fait intelligent. De travailler 2 fois plus dur que tout le monde juste pour suivre. Monsieur Garnier resta silencieux un long moment. Claire, je vous dois des excuses et je dois à Isabelle une dette de gratitude. Elle a donné à mon fils quelque chose que je ne pouvais pas, l'espoir. Elle lui a donné de la compréhension. Parfois, c'est tout ce dont un enfant en difficulté a besoin. Je veux faire mieux. Je veux être le père que Benoît mérite. Voulez-vous m'aider ? Je le regardais, surprise. Vous aider comment ? M'aider à comprendre la dyslexie. M'aider à apprendre comment soutenir Benoît correctement. M'aider à trouver les bons spécialistes et les bonnes ressources. Monsieur Garnier, je ne suis pas une experte. Je suis juste une mère qui a traversé cela avec son propre enfant. Cela fait de vous exactement l'experte dont j'ai besoin, dit-il fermement. Vous avez parcouru ce chemin.
Vous savez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous comprenez ce que Benoît traverse parce que vous avez vu Isabelle traverser la même chose. Au cours des semaines suivantes, tout changea au domaine Garnier. Monsieur Garnier renvoya Madame Dubois et commença à interviewer des spécialistes qui comprenaient la dyslexie. Il lut tous les livres que je recommandais, assista à des webinaires sur les différences d'apprentissage et transforma complètement son approche de l'éducation de Benoît. Plus important encore, il eut une longue et honnête conversation avec Benoît sur la dyslexie, sur les difficultés qu'il avait rencontrées et sur sa fierté face à la persévérance de son fils. « Je suis désolé de ne pas avoir compris », dit Monsieur Garnier à Benoît un soir alors que je nettoyais à proximité. « Je suis désolé de t'avoir fait sentir que tes difficultés étaient de ta faute. Tu as travaillé plus dur que je ne l'ai jamais réalisé, et je suis incroyablement fier de toi. » Benoît pleura des larmes de soulagement, une validation d'être enfin compris par la personne dont l'opinion comptait le plus pour lui. Le nouveau tuteur que Monsieur Garnier engagea était un spécialiste de la dyslexie qui reconnut immédiatement le potentiel de Benoît. Avec un soutien approprié et des méthodes d'enseignement conçues pour les apprenants dyslexiques, les notes de Benoît s'améliorèrent de façon spectaculaire. Plus important encore, sa confiance en lui monta en flèche. Isabelle et Benoît restèrent amis, se liant par leur compréhension commune des différences d'apprentissage. Ils étudiaient ensemble, partageaient des stratégies et se soutenaient mutuellement dans les défis scolaires. « C'est comme avoir une sœur qui comprend », me dit un jour Benoît. Isabelle comprend des choses sur moi que même mon père est encore en train d'apprendre. Monsieur Garnier changea également sa propre approche de la parentalité. Il apprit à célébrer les forces de Benoît, sa créativité, ses capacités de résolution de problèmes, son empathie au lieu de se concentrer uniquement sur ses difficultés scolaires. J'ai passé tellement de temps à essayer de réparer ce que je pensais être cassé. Je ne me suis jamais arrêté pour apprécier ce qui était déjà parfait chez lui. 6 mois après ce jour dans la bibliothèque, Monsieur Garnier m'appela dans son bureau pour ce que je pensais être un point de routine sur les questions ménagères. Au lieu de cela, il avait une proposition qui me laissa sans voix. « Claire, j'ai réfléchi à votre rôle ici. Vous avez été inestimable pour aider Benoît, et j'aimerais officialiser cette contribution. Je ne comprends pas, je veux créer un nouveau poste pour vous. Vous seriez comme une secrétaire de famille, mais plus important encore, une coordinatrice pédagogique pour Benoît. Vous planifieriez tous nos rendez-vous en tant que famille, mais vous superviseriez également le programme de soutien à l'apprentissage de Benoît, vous coordonneriez avec ses spécialistes, géreriez son emploi du temps de tutorat et vous assureriez qu'il a tout ce dont il a besoin pour réussir sur le plan scolaire. » Je le regardais, choqué. « Monsieur Garnier, je n'ai aucune formation officielle en éducation. Vous avez quelque chose de mieux, l'expérience des différences d'apprentissage et une profonde compréhension de ce dont Benoît a besoin. Vous travailleriez en étroite collaboration avec ces spécialistes, mais vous seriez celle qui s'assure que tout est coordonné et fonctionne efficacement ensemble. Et le ménage ? Nous embaucherons du personnel supplémentaire pour cela. C'est un travail plus important, être l'avocate de Benoît et veiller à ce que ses besoins éducatifs soient correctement satisfaits. Le salaire qu'il offrait était nettement supérieur à mon salaire de gouvernante et le travail me semblait porteur de sens, aidant un enfant à obtenir le soutien dont il avait besoin pour s'épanouir. Il y a encore une chose, dit Monsieur Garnier. J'aimerais qu'Isabelle continue d'être la partenaire d'études de Benoît. Je veillerai à ce qu'elle ait aussi tout le soutien à l'apprentissage dont elle a besoin. Et je veux qu'elle sache que son aide avec Benoît a été inestimable. Ce soir-là, je me suis assise avec Isabelle dans notre cottage, lui parlant de l'offre de Monsieur Garnier. « Alors, je serai comme l'aide officielle de Benoît ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'excitation. « Tu serais sa partenaire d'études et son ami, comme tu le es déjà, mais aime. Garnier veut s'assurer que tu as aussi tout le soutien dont tu as besoin. » Isabelle sourit. « Je pense que c'est parfait, maman. » 1 an plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau, une pièce aménagée dans la maison principale que Monsieur Garnier avait équipée des dernières technologies d'assistance et ressources d'apprentissage. J'avais suivi des cours de certification en soutien à la dyslexie. Benoît s'épanouissait sur les plans scolaires et personnels. Ses notes s'étaient considérablement améliorées, mais plus important encore, il avait développé une confiance en ses capacités et une fierté dans sa façon unique de penser. Isabelle continuait également d'exceller, et son amitié avec Benoît avait appris aux 2 enfants que les différences d'apprentissage n'étaient pas des obstacles à surmonter. C'étaient simplement des manières différentes de vivre et de comprendre le monde. M. Garnier était devenu un père différent, patient,
compréhensif et axé sur le soutien des forces de Benoît plutôt que sur la correction de ses faiblesses. Il était également devenu un défenseur des différences d'apprentissage, finançant la recherche et soutenant des programmes pour les enfants dyslexiques. Vous savez ce que j'ai appris de tout cela, me dit-il lors d'une de nos réunions hebdomadaires sur les progrès de Benoît. Qu'est-ce que c'est? Que parfois, les aperçus les plus importants viennent des sources les plus inattendues. J'étais tellement concentré sur l'embauche d'experts coûteux que j'ai manqué l'expertise qui était juste devant moi. Isabelle a juste vu un ami qui avait besoin d'aide. Et vous avez vu un enfant qui luttait inutilement. Vous aviez toutes les deux les connaissances et la compassion pour aider, mais j'avais créé un environnement où vous sentiez que vous ne pouviez pas vous exprimer. Vous avez changé ça maintenant. Je l'espère. Je ne veux plus jamais qu'un autre enfant souffre en silence parce que les adultes autour de lui sont trop fiers ou trop aveugles pour voir ce dont il a besoin. Cet après-midi-là, j'ai trouvé Benoît et Isabelle dans la bibliothèque, travaillant ensemble sur un projet d'histoire. Benoît lisait à voix haute avec confiance, utilisant les stratégies qu'Isabelle lui avait enseignées pendant qu'elle prenait des notes et posait des questions réfléchies. La Renaissance était une période de renaissance culturelle caractérisée par un regain d'intérêt pour l'art, la science et l'apprentissage. C'est comme ce qui t'est arrivé, ta propre renaissance quand tu as appris la dyslexie. Benoît rit. Oui, sauf qu'au lieu de l'art et de la science, j'ai découvert que je suis réellement intelligent. Tu as toujours été intelligent, corrigea Isabelle. Tu avais juste besoin des bons outils pour le montrer. En les regardant travailler ensemble, j'ai pensé à tout ce qui avait changé depuis ce jour où j'avais trouvé Benoît en larmes dans la bibliothèque. Deux enfants qui avaient lutté avec le même défi invisible s'étaient trouvés et, ce faisant, avaient transformé non seulement leur propre vie, mais aussi la vie de tous ceux qui les entouraient. Les lettres avaient cessé de danser pour eux deux. Mais plus important encore, ils avaient appris qu'être différent n'était pas quelque chose à cacher ou dont il fallait avoir honte. C'était quelque chose à comprendre, à soutenir et à célébrer. Et parfois, les changements les plus profonds se produisent lorsque nous sommes assez courageux pour parler au nom des enfants qui ne peuvent pas encore le faire eux-mêmes. Une histoire absolument magnifique sur la reconnaissance des difficultés cachées, le pouvoir de la compréhension pure et la façon dont les enfants peuvent parfois enseigner aux adultes les leçons les plus importantes. Quelle est votre matière préférée à l'école? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de différence d'apprentissage, d'amitiés inattendues et de courage de défendre les enfants en difficulté a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires inspirantes sur la recherche de votre voie et l'aide aux autres à trouver la leur. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.